Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Chapitre 15. Iseut aux blanches mains. Les amants ne pouvaient ni vivre ni mourir l'un sans l'autre. Séparés, ce n'était pas la vie ni la mort, mais la vie et la mort à la fois. Par les mers, les îles et les pays, Tristan voulut fuir sa misère. Il revit son pays de Lounois, où Roald, le foie tenant, reçut son fils avec des larmes de tendresse. Mais, ne pouvant supporter de vivre dans le repos de sa terre, Tristan s'enfuit par les duchés et les royaumes, cherchant les aventures. Du Lounois en Frise, de Frise en Gavois, d'Allemagne en Espagne, il servit maints seigneurs, acheva maintes emprises. Hélas, pendant 2 années, nulle nouvelle ne lui vint de la Cornouaille. Nul ami, nul message. Alors, il crut qu'Iseut s'était déprisée de lui et qu'elle l'oubliait. Or, il advint qu'un jour, chevauchant avec le seul Gorvenal, il entra sur la terre de Bretagne. Ils traversèrent une plaine dévastée, partout des murs ruinés, des villages sans habitants, des champs essartés par le feu, et leurs chevaux foulaient les cendres et les charbons. Sur la lande déserte, Tristan songea. « Je suis las et reclus. De quoi me servent ces aventures ? Madame est au loin, jamais je ne la reverrai. Depuis 2 années, que ne m'a-t-elle fait quérir par les pays? Pas un message d'elle. À Tintagel, le roi l'honore et la sert. Elle vit en joie. Certes, le grelot du chien enchanté accomplit bien son œuvre. Elle m'oublie, et peu lui chaud des deuils et des joies d'antan. Peu lui chaud du chétif qui erre par ce pays désolé. À mon tour, n'oublierai-je jamais celle qui m'oublie? Jamais ne trouverai-je qui guérisse ma misère? Pendant 2 jours, Tristan et Gorvenal passèrent les champs et les bourgs sans voir un homme, un coq, un chien. Au 3e jour, à l'heure de none, ils approchèrent d'une colline où se dressait une vieille chapelle, et, tout près, l'habitacle d'un ermite. L'ermite ne portait point de vêtements tissés, mais une peau de chèvre avec des haillons de laine sur l'échine. Prosterné sur le sol, les genoux et les coudes nus, il priait Marie-Madeleine de lui inspirer des prières salutaires. Il souhaita la bienvenue aux arrivants, et tandis que Gorvenal établait les chevaux, il désarma Tristan, puis disposa le manger. Il ne leur donna point de mets délicats, mais de l'eau de source et du pain d'orge pétri avec de la cendre. Après le repas, comme la nuit était tombée et qu'ils étaient assis autour du feu, Tristan demanda quelle était cette terre ruinée. « Beau seigneur, dit l'ermite, c'est la terre de Bretagne, que tient le duc Hoël. C'était naguère un beau pays, riche en prairies et en terres de labour. Ici des moulins, là des pommiers, là des métairies. Mais le comte Riol de Nantes y a fait le dégât. Ses fourrageurs ont partout bouté le feu, et de partout enlevé les proies. Ces hommes en sont riches pour longtemps, ainsi va la guerre. Frère, dit Tristan, pourquoi le comte Riol a-t-il ainsi honni votre seigneur Hoël? Je vous dirai donc, seigneur, l'occasion de la guerre. Sachez que Riol était le vassal du duc Hoël. Or, le duc a une fille belle entre les filles de hauts hommes. Et le comte Riol voulait la prendre à femme. Mais son père refusa de la donner à un vassal. Et le comte Riol a tenté de l'enlever par la force. Bien des hommes sont morts pour cette querelle. Tristan demanda. Le duc Hoël peut-il encore soutenir sa guerre? À grand-peine, seigneur, pourtant son dernier château, Carré, résiste encore, car les murailles en sont fortes, et fort est le cœur du fils du duc Hoël, Caerdine, le bon chevalier. Mais l'ennemi passe, les presse et les affame. Pourront-ils tenir longtemps? Tristan demanda à quelle distance était le château de Carré. Sire, à 2 miles seulement. Ils se séparèrent et dormirent. Au matin, après que l'ermite eut chanté et qu'ils eurent partagé le pain d'orge et de cendre, Tristan prit congé du prud'homme et chevaucha vers Carré. Quand il s'arrêta au pied des murailles closes, il vit une troupe d'hommes debout sur le chemin de ronde et demanda le duc. Hoël se trouvait parmi ces hommes avec son fils Caerdine. Il se fit connaître et Tristan lui dit « Je suis Tristan, roi de Lounois, et Marc, le roi de Cornouailles, est mon oncle. J'ai su, seigneur, que vos vassaux vous faisaient du tort, et je suis venu pour vous offrir mon service. Hélas, sire Tristan,
Passez votre voie, et que Dieu vous récompense. Comment vous accueillir céans? Nous n'avons plus de vivres, point de blé, rien que des fèves et de l'orge pour subsister. Qu'importe, dit Tristan, j'ai vécu dans une forêt pendant 2 ans, d'herbes, de racines et de venaisons, et sachez que je trouvais bonne cette vie. Commandez qu'on m'ouvre cette porte. Kaerdin dit alors, recevez-le, mon père, puisqu'il est de tel courage, afin qu'il prenne sa part de nos biens et de nos maux. Ils l'accueillirent avec honneur. Kaerdin fit visiter à son hôte les fortes murailles et la tour maîtresse, bien flanquée de bretèches palissadées, où s'embusquaient les arbalétriers. Des créneaux, il lui fit voir dans la plaine, au loin, les tentes et les pavillons plantés par le comte Riol. Quand ils furent revenus au seuil du château, Kaerdin dit à Tristan, « Or, bel ami, nous monterons à la salle où sont ma mère et ma sœur. » Tous deux, se tenant par la main, entrèrent dans la chambre des femmes. La mère et la fille, assises sur une courte pointe, parée d'or froid, un pâle d'Angleterre, et chantaient une chanson de toile. Elle disait comment belle, Dete, assise au vent sous l'épine blanche, attend et regrette donne son ami si lent à venir. Tristan les salua, et elles le saluèrent, puis les 2 chevaliers s'assirent auprès d'elle. Kaerdin, montrant l'étole que brodait sa mère. Voyez, dit-il, bel ami Tristan, quelle ouvrière est madame. Comme elle sait à merveille orner les étoles et les chasubles, pour en faire aumône aux moutiers pauvres. Et comme les mains de ma sœur font courir les fils d'or sur ce samit blanc. Parfois, belle-sœur, c'est à droit que vous avez nom d'Iseut au blanchemin. Alors Tristan, connaissant qu'elle s'appelait Iseut, sourit et la regarda plus doucement. Or le comte Riol avait dressé son camp à 3 miles de carré, et depuis bien des jours les hommes du duc Hoël n'osaient plus, pour l'assaillir, franchir les barres. Mais dès le lendemain, Tristan, Kaerdin et 12 jeunes chevaliers sortirent de carré. Les haubers endossés, les hommes lacés, et chevauchèrent sous des toits de sapin jusqu'aux approches des tentes ennemies. Puis, s'élançant de la gué, ils enlevèrent par force un charroi du comte Riol. À partir de ce jour, variant maintes fois ruses et prouesses, il culbutait ses tentes mal gardées, attaquait ses convois, navrait et tuait ses hommes, et jamais il ne rentrait dans Carré sans y ramener quelque proie. Par là, Tristan et Kaerdin commencèrent à se porter foi et tendresse, tant ils se jurèrent amitié et compagnonnage. Jamais ils ne faussèrent cette parole, comme l'histoire vous l'apprendra. Or, tandis qu'il revenait de ses chevauchées, parlant de chevalerie et de courtoisie, souvent, Kaerdin louait à son cher compagnon sa sœur Iseut au blanchemin, la simple, la belle. Un matin, comme l'aube venait de poindre, un guetteur descendit en hâte de sa tour et courut par les salles en criant « Seigneur, vous avez trop dormi, levez-vous, Riol vient faire l'assaillie !» Chevaliers et bourgeois s'armèrent et coururent aux murailles. Ils virent dans la plaine briller les hommes, flotter les penons de sandales, et tout l'host de Riol qui s'avançait en bel arroi. Le duc Hoël et Kaerdin déployèrent aussitôt devant les portes les premières batailles de chevaliers. Arrivés à la portée d'un arc, ils brochèrent les chevaux, lances baissées, et les flèches tombaient sur eux comme pluie d'avril. Mais Tristan s'armait à son tour avec ceux que le guetteur avait réveillés les derniers. Il lasse ses choses, passe le bliot, et les housseaux étroits et les éperons d'or. Il endosse le haubert, fixe le homme sur l'aventail. Il monte, éperonne son cheval jusque dans la plaine, et paré, l'écu dressé contre sa poitrine en criant « Carré !» Il était temps, déjà les hommes d'Hoël reculaient vers les bails. Alors il fit beau voir la mêlée des chevaux abattus et des vassaux navrés, des coups portés par les jeunes chevaliers et l'herbe qui sous leurs pas devenait sanglante. En avant de tous, Kaerdin s'était fièrement arrêté en voyant poindre contre lui un hardi baron, le frère du comte Riol. Tous deux se heurtèrent des lances baissées. Le Nantais brisa la sienne sans ébranler Kaerdin, qui, d'un coup plus sûr, écarta l'écu de l'adversaire et lui planta son fer bruni dans le côté jusqu'au gonfanon. Soulevé de selle, le chevalier vide les arçons et tombe. Au cri que poussa son frère, le comte Riol s'élança contre Kaerdin, le frein abandonné. Mais Tristan lui barra le passage. Quand ils se heurtèrent, la lance de Tristan se rompit à son poing, et celle de Riol, rencontrant le poitrail du cheval ennemi, pénétra dans les chairs et l'étendit mort sur le pré.
Tristan, aussitôt relevé, l'épée fourbie à la main. « Couard, dit-il, la malle-mort à qui laisse le maître pour navrer le cheval. Tu ne sortiras pas vivant de ce pré. »« Je crois que vous mentez, répondit Riol en poussant sur lui son destrier. Mais Tristan esquiva l'atteinte et levant le bras fit lourdement tomber sa lame sur le aume de Riol, dont il embarra le cercle et emporta le nasal. La lame glissa de l'épaule du chevalier au flanc du cheval, qui chancela et s'abattit à son tour. Riol parvint à s'en débarrasser et se redressa. À pied tous deux, l'écu troué fendu, le haubert démaillé, ils se requièrent et s'assaillent. Enfin, Tristan frappe Riol sur l'escarboucle de son homme. Le cercle cède, et le coup était si fortement asséné que le baron tombe sur les genoux et sur les mains. « Relève-toi si tu peux, vassal, lui cria Tristan. À la malheur, es-tu venu dans ce champ, il te faut mourir. » Riol se remet en pied, mais Tristan l'abat encore d'un coup qui fendit le homme, trancha la coiffe et découvrit le crâne. Riol implora merci, demanda la vie sauve, et Tristan reçut son épée. Il la prit à temps, car de toutes parts les Nantais étaient venus à la rescousse de leur seigneur, mais déjà leur seigneur était recréant. Riol promit de se rendre, en la prison du duc Hoël, de lui jurer de nouveau hommage et foi, de restaurer les bourgs et les villages brûlés. Par son ordre, la bataille s'apaisa, et son hoste s'éloigna. Quand les vainqueurs furent rentrés dans Carré, Caerdine dit à son père « Sire, mandez Tristan et retenez-le. Il n'est pas de meilleur chevalier et votre pays a besoin d'un baron de telle prouesse. » Ayant pris le conseil de ses hommes, le duc Hoël appela Tristan. « Ami, je ne saurais trop vous aimer car vous m'avez conservé cette terre. Je veux donc m'acquitter envers vous. Ma fille, Iseut aux blanches mains, est née de duc, de roi et de reine. Prenez-la, je vous la donne. »« Sire, je la prends, dit Tristan. »« Ah, Seigneur, pourquoi dit-il cette parole ?» Mais pour cette parole, il mourut. Le jour est pris, terme fixé. Le duc vient avec ses amis, Tristan avec les siens. Le chapelain chante la messe. Devant tous, à la porte du moutier, selon la loi de la Sainte Église, Tristan épouse Iseut aux blanches mains. Les noces furent grandes et riches. Mais la nuit venue, tandis que les hommes de Tristan le dépouillaient de ses vêtements, il advint que, en retirant la manche trop étroite de son bliaut, ils enlèvent et firent choir de son long doigt son anneau de jaspe vert, l'anneau d'Iseut la blonde. Il sonne clair sur les dalles. Tristan regarde et le voit. Alors son ancien amour se réveille, et Tristan connaît son forfait. Il lui ressouvint du jour où Iseut la blonde lui avait donné cet anneau, c'était dans la forêt, où, pour lui, elle avait mené l'âpre vie. Et couché auprès de l'autre Iseut, il revit la hutte du Mauroy. Par quelle forcenerie avait-il en son cœur accusé son ami de trahison? Non, elle souffrait pour lui toute misère, et lui seul l'avait trahi. Mais il prenait aussi en compassion Iseut sa femme, la simple, la belle. Les deux Iseut l'avaient aimée, à la malheur. À toutes les deux, il avait menti sa foi. Pourtant, Iseut aux blanches mains s'étonnait de l'entendre soupirer étendue à ses côtés. Elle lui dit enfin, un peu honteuse, « Cher Seigneur, vous ai-je offensé en quelque chose? Pourquoi ne me donnez-vous pas un seul baiser? Dites-le-moi, que je connaisse mon tort, et je vous en ferai belle amandise, si je le puis. »« Ami, dit Tristan, ne vous courroucez pas, mais j'ai fait un vœu. Naguère, en un autre pays, j'ai combattu un dragon, et j'allais périr quand je me suis souvenu de la mère de Dieu. Je lui ai promis que, délivré du monstre par sa courtoisie, si jamais je prenais femme, tout un an je m'abstiendrais de la coller et de l'embrasser. Or donc, dit Iseut aux blanches mains, je le souffrirai bonnement. Mais quand les servantes au matin lui ajustèrent la guimpe des femmes épousées, elle sourit tristement et songea qu'elle n'avait guère droit à cette parure.